Bonjour, je m'appelle Séverine et je suis la propriétaire, avec mon mari Morgan, de Semari Nature Camp. On est basé dans le Okavango Delta, au Botswana, en Afrique australe. On a envie de partager notre vie de tous les jours, mais aussi des conseils sur comment visiter le Botswana, les réserves nationales et comment trouver les animaux sauvages. À Semari Nature Camp, on a 4 tentes, toutes équipées, le long de la rivière et quelques places de camping. On a aussi un restaurant avec une vue magnifique sur la rivière. Je suis originaire de Suisse et je parle français et anglais. Mon mari est originaire du Botswana et il parle Tswana et anglais. On se réjouit de vous retrouver les mardis en français et les jeudis en anglais. À tout bientôt! Bonjour, nous voilà mardi et je suis de retour en français. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'Okavango Delta. Pourquoi de l'Okavango Delta? Parce que je pense que c'est un endroit absolument magnifique à découvrir, qu'on est situé dans l'Okavango Delta, on est situé en fait à la limite inférieure, et que les grandes réserves où presque tout le monde vient au Botswana pour aller voir les animaux sauvages sont situées dans le delta. Pas toutes, mais une grande majorité. Donc j'ai décidé de commencer par ça, et j'ai décidé de vous faire une explication historique, mais aussi géographique, vraiment de vous expliquer ce que c'est, où c'est, comment ça s'est formé et comment on le visite un tout petit peu. Alors, commençons par situer le Okavango Delta. Ça se trouve en fait nord-ouest du Botswana. C'est en fait un des plus grands deltas du monde qui ne se déverse pas dans une mer. Je vous rappelle que le Botswana est un pays qui est encapsulé en Afrique. Si vous vous rappelez, à l'ouest, il y a la Namibie. Au nord, il y a la Zambie. À l'est, le Zimbabwe. Et au sud, l'Afrique du Sud. Donc, en fait, ce delta ne se déverse dans aucune mer. L'Okavango Delta a été nommé une des 7 beautés naturelles d'Afrique et c'est le 1000e site qui a été inscrit officiellement à l'UNESCO dans sa liste des héritages mondiaux. Donc c'est quelque chose de très très important et de tout à fait magnifique. Alors en fait, le delta est formé par l'eau de pluie en Angola. Oui, en Angola. Et en fait, cette eau va descendre une rivière en Angola qui s'appelle Kubango et va parcourir environ 1600 km pour se terminer juste après Maun, en fait, où on habite. Donc l'eau qui arrive d'Angola va traverser en premier la Namibie, la Zambézie, la région de Zambézie qu'on appelle Caprivi, et ensuite elle va former en fait une rivière pas très très large qui sur environ 100 km va descendre le Panhandle. Ensuite, ça va finalement arriver dans les marais du delta. Donc les marais du delta, c'est très 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 plat. Donc l'eau cherche son chemin et crée des toutes petites rivières. Et ces rivières se modifient constamment parce que ça dépend du passage des éléphants qui vont faire tomber des arbres, tout d'un coup ça sera bouché. Ou alors il y aura des algues qui vont se former, ça va bloquer l'eau. Donc l'eau va chercher un autre passage. Ou alors les hippopotames vont arriver, vont rouvrir, donc l'eau va pouvoir repasser là. Donc il faut savoir qu'en fait c'est quelque chose de vivant qui se modifie chaque année et quand l'eau descend, elle cherche son passage à travers le delta. En descendant gentiment, cette eau, en fait, forme des toutes petites îles. La majorité de ces petites îles sont au départ formées par les termites qui créent leur montagne de termites et en fait, ça crée une île. La majorité de ces îles sont toutes petites. Peut-être que vous trouvez juste 1 ou 2 palmiers dessus, mais maintenant, il y en a aussi des plus grandes. Les plus grandes, eux, auront des arbres, toute une végétation et là-dessus, on trouvera aussi beaucoup d'animaux sauvages et énormément d'oiseaux. Ce que j'ai oublié un peu de vous dire, c'est la taille de ce delta. Il fait environ 15 000 km² quand l'eau elle est à son niveau le plus haut. Donc, c'est vraiment énorme. Je vous parlais de ces îles et une de ces îles, la plus grande de ces îles, s'appelle Chief Island et c'est une île qui fait environ 100 km de long et 15 km de large. Et c'est dans cette île que se trouve la réserve de Moremi, dont je vous parlerai plus tard ou une autre fois, mais qui est une réserve très très connue où la majorité des gens vont et qui est vraiment à côté de chez nous. En fait, il faut savoir que ce delta a été formé
il y a très 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 longtemps par des mouvements volcaniques, en fait, des mouvements de plaques d'Afrique, dans l'Afrique qui ont créé le delta. Alors cette eau que je vous disais qui vient en fait des pluies d'Angola, il pleut normalement en Angola en janvier-février. Ensuite, cette eau va mettre environ 1 mois à déborder et à commencer à descendre et à entrer dans le delta. Il faut savoir que c'est très très important pour le Botswana, cette eau. C'est une eau qui est vitale pour eux. Donc la population adore cette eau, en fait la vénère presque. Et quand l'eau arrive, c'est pas rare du tout de voir les gens courir, voir l'eau qui arrive, en prendre, se baptiser ou la boire. Ils pensent que cette eau, en fait, a énormément de pouvoir. Cette eau va mettre environ 4 mois pour descendre le delta. Donc, souvent, c'est entre mars et juin et elle arrivera vers chez nous autour de juin. Maintenant, je me rappelle il y a 2 ans, quand on a commencé à construire, l'eau a commencé à arriver ici, en fait en mars, ce qui était très très tôt. Mais l'année passée, c'est arrivé vers juin et cette année, pour le moment, on n'en a pas du tout entendu. Donc, je pense que ça va aussi être vers juin. Alors, toute cette verdure, le fait que le delta est tellement magnifique comme ça et tellement vert, c'est pas du tout le fait que c'est en fait un climat qui reçoit énormément d'eau. Ça vient du fait qu'ils reçoivent de l'eau 2 fois par année. Donc, une fois dans l'année, c'est cette eau qui vient d'Angola qui descend le delta. Et on a vu que normalement, ça descendait jusqu'en juin, en fait, de mars à juin à peu près. Et la deuxième fois où ils reçoivent de l'eau, c'est pendant la saison des pluies, qui normalement ici va être plutôt novembre, décembre, janvier, février. Donc, ils reçoivent de l'eau 2 fois. Entre ces 2 saison, c'est très très sec, mais il y a suffisamment d'eau dans le sol pour garder en fait cette verdure et ces paysages tout à fait magnifiques. Quelque chose dont je vous ai pas parlé du tout, c'est en fait le climat ici. Ça, je vous en ai encore pas parlé, je sais. Alors, je vais juste le citer parce que ça va vous expliquer un tout petit peu que je vous parle des pluies et certains de vous devez vous dire, mais comment ça, je veux dire, il pleut pas. Alors, en fait, non. Ici, il y a la saison des pluies qui normalement commence vers novembre. Et il va pleuvoir pas mal novembre, décembre, janvier. Mais quand je veux dire pas mal, je veux dire qu'il pleut tous les jours. Le plus souvent des orages, parce qu'il va faire très 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 chaud. Donc en fait, il y aura des orages. Et ensuite, ça s'arrêtera. Il pleut pas des semaines et des semaines. C'est des orages tous les jours. Donc normalement, novembre, décembre, janvier, février. Février-mars, ça commence à se distancer un peu, donc ça veut dire que c'est plus tous les jours parce qu'il fait plus aussi chaud. Les températures vont commencer à descendre gentiment. Et on a les dernières pluies entre mars et avril. Et ensuite, il ne pleuvra plus, mais alors plus du tout. Donc plus une goutte de pluie jusque de nouveau novembre, décembre. Et entre les deux, il ne pleut pas. Alors, en fait, en saison des pluies, il fait très très chaud. Je veux dire, décembre, janvier, c'est pas très rare qu'il fasse pas loin des 40. Et il fait très très chaud, donc ça crée ces orages. Et du coup, Dieu soit loué, la température descend un tout petit peu. Maintenant, quand les pluies s'arrêtent, autour de mars-avril, c'est que les températures commencent à descendre. Donc, il fera plutôt autour de 30 et les températures de nuit vont redescendre au-dessous des 20. Et là, on va entrer ce qu'on appelle en hiver ici et les températures descendent. Alors maintenant, où j'habite, dans le sud du delta, à Maun, j'ai jamais vu des températures qui descendent de nuit, donc au minimum autour de 5-6 degrés, c'est le minimum que j'ai vu, et quelques nuits, normalement ça reste autour des 10 degrés la nuit, et de jour, c'est simple, j'ai jamais eu besoin de porter un pull pendant la journée, et de ce que j'ai vu pour les 2 ans où j'étais ici maintenant, la température est toujours remontée dans la journée au-dessus des 20, mais plutôt autour des 25 au pic de la journée. Donc, pour moi, en tout cas, c'est pas du tout nécessaire à 20-25 degrés d'avoir une jaquette. Un t-shirt, ça suffit. Donc ouais, il y a des pluies pendant les quelques mois, mais entre deux, il pleut absolument pas, ce qu'on appelle la saison sèche. Et c'est là, en fait, où cette eau qui est restée dans le delta, donc cette eau qui a été amenée par le delta et qui a créé ces lagunes est très très importante, parce que c'est dans ces endroits-là que les animaux vont aller chercher de l'eau pendant ces périodes sèches.
Alors les animaux dans le delta, il y a surtout énormément d'oiseaux parce que c'est un paradis pour les oiseaux là-bas. Il y a aussi pas mal d'animaux mais pas partout parce qu'évidemment avec l'eau, si vous réfléchissez, le lion n'aime pas spécialement l'eau, donc il va quand même éviter si possible de se trouver dans une île qui est trop petite quand l'eau arrive parce qu'autrement il ne trouvera même pas assez à manger. Donc c'est vrai que c'est surtout connu énormément pour les oiseaux. Maintenant, autour des grandes îles comme Chief Island, c'est là que vous allez trouver le plus d'animaux sauvages. Maintenant, une autre question, c'est comment on visite le delta? Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut prendre la voiture et y aller? La réponse est en fait non, pas tellement. Parce que cette eau va créer des rivières, des petites rivières partout. Au milieu de ça, il y aura du sable. Comment est-ce que vous allez passer avec une voiture toute cette eau, tout ce sable, c'est juste pas possible. Alors, je dis pas qu'il y a personne qui conduit dans le delta parce qu'il y a quand même de temps en temps des gens qui sont dans le delta avec des voitures, surtout l'armée ou le wildlife, les officiers de wildlife, ils y vont parce qu'ils ont des raisons d'y aller, mais ils sont avec des gens du coin qui connaissent exactement où passer. Ils ont des véhicules, souvent des camions qui sont capables de passer dans l'eau. Mais maintenant, des touristes ou même des locaux ne vont jamais aller s'aventurer comme ça au profond du delta avec leur voiture. C'est juste pas possible. En plus, s'il arrive un quelconque problème, si on reste coincé, si on reste ensablé, personne va venir vous aider. Juste personne va venir. Alors maintenant, il y a quelques endroits du delta qui sont tout à fait possibles de visiter parce qu'il y a des routes qui ont été créées et en fait, il y a pas mal de gens qui passent. Donc, c'est tout à fait possible de conduire par là. Un des autres moyens de visiter le delta, en tout cas de voir le delta, c'est l'avion ou l'hélicoptère. Donc depuis Maun, il y a des départs tous les jours de vols scéniques, je ne me rappelle pas comment on appelle ça en français, où vous pouvez très bien prendre l'avion ou l'hélicoptère et survoler le delta. L'autre moyen, c'est de prendre ces avions ou l'hélicoptère et d'aller dans un des lodges, parce qu'il n'y a pas simplement de lodges dans le delta. Alors maintenant, il faut savoir, ces lodges, ils louent en fait l'endroit au gouvernement pour une dizaine d'années. Ils n'ont absolument pas le droit de construire rien qui soit permanent. Tout doit être bouger tous les 10 ans pour que la nature reprenne son cours. Ce qui veut dire que là, vous pouvez très bien prendre un avion à Maun et aller dans un lodge du delta. Et là, avec des voitures ou des petits bateaux, les mokoros, donc les mokoros, c'est des espèces de petits kayaks, ils vous feront visiter la région autour et voir les animaux sauvages, les oiseaux, etc. Donc ça, c'est tout à fait un des moyens de visiter le delta et d'aller plus profondément dans le delta, je dirais. Un des autres moyens aussi qui est tout à fait possible, surtout en partant de Maun, c'est de prendre ces petits bateaux, ces mokoros, et de s'enfoncer un petit peu dans le delta et peut-être éventuellement même avec une tente et de dormir une nuit, de marcher sur une de ces îles et de revenir. Maintenant, c'est pas du tout une activité qu'il faut faire tout seul parce qu'il y a énormément d'animaux sauvages. De toute façon, vous pouvez pas trouver un mokoro comme ça, il vous faut un guide. Mais c'est une activité qui existe depuis Maun où c'est une journée, 2 jours, 3 jours. Il y en a peut-être même qui font plus. Où en fait, vous partez avec ces petits bateaux, ces mokoros, ces sortes de kayaks, tente et tout ce qu'il vous faut, et puis allez gentiment avec votre kayak autour des îles dans le delta et dormez sur une des îles, mangez, etc. et ensuite revenez. Donc ça, c'est tout à fait une activité qui est possible. Donc c'est une question qui revient assez souvent, que je reçois assez souvent dans des emails, et les gens me disent « Comment je visite le delta ?» Alors, j'espère que ce podcast aide un tout petit peu à comprendre ce que c'est le delta et comment c'est possible de le visiter et comment c'est pas possible en même temps, et de clarifier qu'en fait on est situé dans le delta, que Moremi est dans le delta, que juste au nord de Maun c'est aussi dans le delta, mais que maintenant aller plus profond dans le delta, c'est juste pas possible comme ça avec une voiture. Donc c'est vrai que tous ces emails qui me disent mais je viens avec un 4x4, je peux y aller, ma réponse est un petit peu oui et non. Donc j'espère vraiment que ce podcast aide à clarifier un tout petit peu tout ça. J'espère aussi que ce podcast vous donne l'envie de venir parce que c'est vraiment une région qui est tout à fait magnifique et qui est complètement différente de tout ce que j'ai jamais visité en fait. Et ça vaut vraiment, vraiment le détour et ça vaut la peine de venir nous rendre visite et en fait de découvrir l'Okavango Delta. Alors n'oubliez pas d'aller sur mon Instagram, Semowi
/farm parce que je vais essayer de mettre des images. Après ce podcast, je vais vous mettre plus d'images d'autour de chez nous. Peut-être que je vais essayer de trouver quelques images online aussi ou dans des livres que j'ai pour vous montrer un tout petit peu plus parce que évidemment mes descriptions sont comme elles sont, mais c'est toujours beaucoup mieux de voir des images. Alors, comme je vous ai dit, la réserve de Moremi, c'est dans le Delta. Et j'en ai presque pas parlé, mais je vais faire un podcast que sur Moremi, parce que c'est une destination qui est juste magique et c'est facile à atteindre, en fait, même avec un 4x4. Et il y a pas mal de possibilités pour visiter cette réserve. Mais je veux que ce soit un podcast que là-dessus parce que j'ai vraiment pas le temps aujourd'hui de vous expliquer Moremi. Alors, je promets, je reviens avec un podcast que sur Moremi tout bientôt. Alors, on se voit, plutôt on s'entend la semaine prochaine en français le mardi. Et si vous parlez l'anglais, je serai là jeudi en anglais. À bientôt, bye bye. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous enregistrer pour ne pas louper le prochain épisode. Si vous avez aimé, ça serait sympa de me laisser un commentaire et de partager avec vos amis. Thank you for listening. Don't forget to subscribe so you won't miss the next one. If you like it, please leave me a message, a 5-star, and share with your friend.